Bienvenue dans le podcast Trends Bourse avec un regard sur l'actualité économique et vos investissements par Gaël Poncelet, journaliste chez Canal Z, et Guy Legrand, journaliste chez Trends Tendance. Ce podcast vous est présenté avec le précieux soutien de ING. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Trends Bourse avec encore pas mal d'actualités à décrypter. En fin d'épisode, Philippe Deledant nous rejoint pour évoquer le potentiel de croissance économique de la zone euro. Mais avant, Guy Legrand, on a quand même du pain sur la planche. On va évidemment parler des résultats qui sont tombés cette semaine, de ces divas de la techno. Quand même, j'aimerais qu'on puisse faire un tout petit point avant sur les différentes réunions des banques centrales qui ont aussi eu lieu cette semaine. Grosso modo, qu'est-ce qu'on pourrait en retenir? Mais on va en retenir que les taux sont inchangés, ce qui était attendu aussi bien du côté de la Federal Reserve américaine que de la BCE par ici. Mais il y a quand même autre chose à en retenir, c'est qu'il se confirme, si besoin en était, qu'on a quitté la zone de baisse des taux possible, il y a déjà tout un temps derrière, mais enfin bon, mais quand on est entré dans une zone de hausse des taux possibles. Du reste, le marché s'attend à ce que la Banque centrale européenne augmente ses taux au mois de juin, donc le mois prochain. Ça, c'est vraiment une chose qui a été confirmée, il faut bien le dire. Ça n'a pas eu beaucoup d'impact parce que c'était attendu. Enfin, les banques centrales ont confirmé ce que le marché pensait. C'est quand même important à retenir, alors que l'inflation vient d'arriver à 4% en Belgique. Alors, quand on a retenu ça, il y a quand même deux choses à observer et peut-être à relativiser. On a déjà signalé que, après tout, ce n'était pas la peine que les banques centrales augmentent leur taux de base trop fortement. Le marché a déjà réagi à l'augmentation de l'inflation. Oui, c'est vrai, mais attention, la hausse des taux, à 10 ans est sensible durant le mois d'avril parce qu'on était tombé très bas à fin mars. Mais quand on prend un petit peu de recul, on s'aperçoit qu'en Belgique, par exemple, on est passé à 3,50 contre 3,2 précédemment. La différence n'est pas monstrueuse. Même chose en Allemagne, c'est du même ordre de grandeur, de 7, de 8, on est passé à 3. Et aux États-Unis, c'est encore plus fort dans la mesure où le taux actuel est toujours inférieur à ce qu'il était il y a un an. Donc, il n'y a vraiment pas d'emballement des taux à long terme. Pourquoi? Parce que finalement, les marchés ne croient visiblement pas à une forte hausse et surtout une hausse durable de l'inflation. Et là, on peut en prendre à témoin le prix du pétrole à terme. Le Brent s'est stabilisé à 108, 110 dollars le baril en fin de semaine, après une petite poussée là un peu étonnante. Mais quand on regarde le prix à terme, d'ici la fin de l'année, en novembre, on est à 80. Donc, clairement, les grands investisseurs, le marché, appelons-le comme ça, ne croient pas que le pétrole s'est emballé jusqu'à la fin de l'année, du moins pas dans la mesure actuelle. Et c'est un conseil à donner à l'investisseur. À défaut de boule de cristal, ce qui est quand même intéressant à savoir, c'est est-ce que les investisseurs anticipent un emballement de l'inflation, un emballement du prix du pétrole? La réponse est non. C'est très facile à surveiller. On tape sur Internet, de préférence en anglais, Oil Futures, les marchés à terme, novembre, et on trouve le cours de novembre aisément. On est à 80, ce qui est quand même très apaisant, et ça explique que les marchés boursiers soient finalement aussi calmes, à tort ou à raison, parce qu'en fait, ce prix de 80 en novembre, c'est une estimation, c'est une attente, ce n'est pas encore une réalité, évidemment. On va faire un petit point justement sur ce mois d'avril qui vient de se clôturer au niveau des marchés. Mais avant ça, on a quand même pas mal de résultats qui sont tombés cette semaine, des résultats qui étaient importants puisque nombre d'investisseurs qui nous écoutent ont a priori un petit peu de sous dans la technologie américaine qui a fait beaucoup parler d'elle ces derniers temps. Du coup, qu'est-ce qu'on peut retenir des différents résultats? Commençons par le maître, je dirais, Apple, qui publiait ses résultats jeudi. Mais ça s'est bien passé en réalité, les résultats supérieurs aux attentes, évidemment. Juste, ce qu'on peut retenir pour Apple, c'est que certains ont considéré que ces résultats étaient intéressants dans la mesure où Apple n'est pas foncé pour l'intelligence artificielle dans le cloud, c'est-à-dire dans les centres de données. Apple, ça reste quand même surtout l'iPhone, notamment. Et les ventes d'iPhone ont bien progressé à 57 milliards durant le trimestre, c'est plus de 22% sur un an. Donc c'est rassurant de voir, il n'y a pas que le cloud, et je dirais même, il n'y a pas que l'intelligence artificielle, même si, l'iPhone n'est pas non plus un produit de base, et on est très loin de compte. C'est intéressant. Une petite remarque,
Apple a augmenté son programme de rachat d'actions de 100 milliards. Ça fait toujours très plaisir. Et voilà, le cours d'Apple est en légère hausse cette année et en hausse de 36% sur un an. Donc tout va bien pour Apple. Pas de choses trop spectaculaires à signaler. Même chose pour Amazon d'ailleurs. Là, Amazon, ça c'est le champion du cloud, hein, c'est vraiment le moteur de cette entreprise. Amazon Web Services, plus 28% sur le trimestre, pas de problème. Et le marché ne s'est pas inquiété d'ailleurs de gros investissements. On est à 200 milliards pour cette année-ci, à tel point d'ailleurs que le cash flow libre, free cash flow, qui est une notion très suivie par les analystes, s'est effondré de 95%. Bon, c'est pas grave, les résultats sont là, premier trimestre supérieur aux attentes, et le cours se porte très bien, plus 41% sur un an. Amazon et Apple, c'est un peu la force tranquille dans les technologies américaines. Ouais, en termes de force tranquille, on peut pas, qualifier pareil pour, Microsoft et Meta. Eux Mais, n'ont pas ouais, convaincu pareil. mais non, c'est très différent, hein. Microsoft est plutôt le mal-aimé ces derniers temps. Bon, les chiffres d'affaires plus 18%, bénéfices plus 21%, c'est très bien. C'est supérieur aux attentes, faut-il le dire. Le cloud, plus 29%. Mais enfin, bon, voilà, Microsoft est un petit peu en panne, c'est vrai. Le cours est en baisse de 12% depuis le début de l'année, de 5% sur un an. Ça, ce qui est quand même, ça sort un peu de l'ordinaire. Et c'est peut-être pour ça que les analystes, finalement, sont très massivement à l'achat, estimant que cette entreprise, finalement, ne se porte pas mal, mais qu'elle est mal aimée du marché et que donc elle est un cours d'achat, elle est plus abordable que naguère. On l'a déjà signalé, hein, Microsoft ne se porte pas bien en bourse, mais les analystes sont chauds. Pour Meta Platform, c'est assez vrai aussi. Les analystes sont massivement à l'achat, mais la semaine, par contre, c'était pas brillant, hein. Ça va plutôt bien, chiffre d'affaires plus 33%, c'est quand même pas mal. Et alors, grâce à l'intelligence artificielle, semble-t-il, la hausse de 4% seulement des clients s'est traduite par une hausse de 19% de la publicité en ligne. Mais enfin, ici, malgré tout, on s'est un peu inquiété des gros investissements, contrairement à Amazon, où tout est bien passé. Ici, bon, on passe de 125 à 135 milliards d'investissements, plus que prévu encore. Pas de rachat d'actions non plus. Bon, ça, c'est toujours négatif pour les investisseurs. Mais du coup, l'annonce des résultats s'est traduite par une chute de cours de 8,5%. On est à moins 6 depuis le début de l'année, plus 2 à peine sur un an. Donc Meta, comme Microsoft, n'est pas au mieux de sa forme, mais peut-être qu'on juge du coup l'action plus abordable que naguère et analyste, même raisonnement, massivement à l'achat. Microsoft et Meta mal aimés cette semaine et on va quand même du coup se tourner de l'autre côté du podium puisqu'il y en a un qui lui, a suscité toutes les, faveurs des marchés, c'est, Alphabet. Ah oui, Alphabet, là, vraiment, Alphabet a été vraiment applaudi. C'est le chouchou du marché depuis tout un temps déjà. D'ailleurs, même si les analystes sont, oui, à l'achat, mais aussi sont pas mal à conserver, et peut-être parce que c'est devenu un petit peu cher, évidemment. Parce que Alphabet, en fait, on pourrait considérer qu'il y a eu deux annonces négatives. D'une part, le fameux cash flow libre du fait des investissements a fortement chuté aussi, comme chez Amazon. Les analystes n'aiment pas trop ça. Pas de rachat d'actions, comme chez Meta. Bon, bah, pas terrible tout ça. Oui, mais et les dépenses d'investissement, en plus, oui, ont doublé. Elles sont pas monstrueuses, pas aussi monstrueuses que chez les autres. Enfin, elles ont quand même doublé, ce qui est beaucoup. Oui, mais ce que l'on a retenu, parce que ces dépenses d'investissement, je le citons le chiffre, on est à 190 milliards, hein, donc c'est quand même pas mal pour l'année, en fait. Bon. Mais le chiffre d'affaires plus 22 et surtout le bénéfice par action, plus 81%. Donc, on s'est dit, Alphabet dépense un argent fou dans les centres de données, dans l'intelligence artificielle, etc. Mais les résultats suivent visiblement. Le chiffre d'affaires du cloud, c'est-à-dire les centres de données, a augmenté de 63% et la marge est en augmentation. Le carnet de commandes a explosé, il a doublé. Donc on se dit, voilà, Alphabet dépense un argent fou, mais le résultat est là. Du coup, le jour de l'annonce de ces résultats, donc mercredi, enfin le lendemain, le cours a fait plus 10%. On est à 21% de plus depuis le début de l'année et à 131% sur un an.
c'est peut-être pour ça que les analyses sont un peu plus tièdes et que pas mal sont à conserver. Ben oui, le titre s'est envolé, évidemment. Il n'y a pas de miracle. Quand tout marche bien, ça devient moins accessible en tant qu'investisseur, juge assez logiquement les analyses. Alors un secteur de la techno plutôt, favorable et positif, hein, si on prend un peu de recul, et ceci dit d'ailleurs, prenons du recul et si on considère l'ensemble du mois d'avril, je pense qu'on peut dire aussi que les marchés se sont comportés assez positivement. Mais oui, même plus qu'assez, on va dire très, parce que le indice de la bourse américaine, donc le SP 500 est à plus 10%, un peu plus même. C'est la plus belle hausse depuis novembre 2020, quand est apparu le vaccin contre le Covid. Mais alors, il y a un indice qui joue vraiment les vedettes, c'est le Philadelphia Semiconductor. Donc, l'indice des fabricants de puces, de semi-conducteurs ou des équipements qui permettent de les produire, hein, comme le taïwanais TSMC ou le néerlandais ASML. Cet indice Philadelphia Semiconductor a bondi de 38% au mois d'avril, et il est en hausse, le mot hausse est faible, de 150% sur un an. Oui, parce que dans ces entreprises impliquées dans les semi-conducteurs, il y a le fameux Broadcom, on l'a déjà cité, il pèse maintenant 2000 milliards, hein, il pèse plus que Meta. On est aux 2 tiers d'Amazon, plus 21% depuis le début de l'année, ça a doublé en un an. Broadcom est la 8e merveille du monde, non pas, mais le 8e magnifique, on l'a déjà dit. Il y a AMD aussi, qui a joué les vedettes cette année-ci, plus 61% au début de l'année, plus 260% sur un an. Et alors, il faut quand même relever aussi que, pour élargir un petit peu sa vision, il y a d'autres membres de cet indice Philadelphia qui ont fait des miracles. Des entreprises dont on parle pour ainsi dire jamais, sauf entre spécialistes. Et j'en ai relevé une qui paraît vraiment intéressante, c'est Global Foundries. C'est le fondeur, donc celui qui vraiment fabrique les semi-conducteurs, comme TSMC à Taïwan. C'est l'ancien fondeur détaché d'AMD. Donc, on a splitté ce groupe qui faisait tout naguère, racheté par les Émirats et introduit en bourse. C'est un investisseur institutionnel des Émirats qui est toujours actionnaire à plus de 80%. Il est numéro 2 ou 4 mondial, hein, ça dépend avec UMC, taïwanais, avec moins de 10% de part de marché. Enfin bon, ça marche très bien. Euh, Chose à relever, il a des usines à Singapour, dans l'État de New York et à Dresde. Et de gros investissements ont été annoncés pour cette usine située en Allemagne. Bon, alors, quelqu'un actif en Europe, ça mérite d'être signalé parce qu'il n'y en a pas des masses, c'est le moins qu'on puisse en dire. Plus 48% au mois d'avril, plus 78% sur un an. Voilà un titre qui a vraiment les faveurs du marché récemment. Et remarquons une chose, plus 78 sur un an, plus 33% seulement sur 5 ans pour son cours de bourse. On avait déjà relevé ça dans d'autres cas. Donc, attention, voilà une entreprise qui a flambé, mais ça n'est que du rattrapage après plusieurs années de purgatoire. D'ailleurs, le cours actuel est inférieur à son niveau de mars 2022. Donc, voilà une entreprise qui finalement flambe enfin, pourrait-on dire, après toute une période qui allait mal. Donc, ça se confirme, il fallait vraiment garder les technos, mais se diversifier, hein. Il y a un tas d'entreprises qui ont brillé récemment, pas seulement les 7 magnifiques. Finalement, ça pourrait être un peu la leçon de la semaine, hein, c'est de pouvoir se dire qu'il ne faut pas toujours aller regarder là où tout le monde regarde. Mais non, effectivement, ouais, on a déjà signalé ça, il faut élargir ses horizons. Alors, on pourrait conseiller d'aller voir un petit peu cet indice Philadelphie semi-conducteur, aller voir ce qu'il a dans le ventre. Parce qu'on aperçoit là des ténors, effectivement, mais on aperçoit aussi des entreprises moins connues qui ont déjà bien démarré, mais qui sont peut-être encore promises à un bel avenir, même si Global Foundries, un petit peu comme Alphabet, après sa hausse récente, ben, les analystes sont pour moitié seulement à l'achat et pour moitié à conserver. Bah oui, mais pourquoi pas, l'histoire n'est peut-être pas finie, ni pour lui, ni pour comme plusieurs autres, parce que bon, c'est pour d'autres valeurs, c'est pire que ça, hein, l'explosion de AMD est considérable. Intel a doublé en un mois et a fait x5 en un an, presque x5. Bah oui, allons voir quelques retardataires, on peut qualifier peut-être comme tels, même s'ils ont déjà bien grimpé ce mois-ci et voire sur un an. Donc il y a sûrement encore des tas de choses à faire dans cet indice-là, tout comme dans d'autres secteurs, comme ceux qui fabriquent des infrastructures pour le transport d'électricité. Pour ça, on y est déjà
venus de la guerre. On y reviendra sans doute encore. Voilà donc un judicieux conseil à bien fluorer dans notre petit carnet du parfait investisseur. Merci beaucoup, Guy Legrand. Avec plaisir. Et on retrouve Philippe Ledan qui revient donc sur le potentiel de croissance économique de la zone euro pour clôturer cet épisode de Trends Bourse. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine, Guy. À la semaine prochaine. Place maintenant à l'analyse d'un expert en investissement d'ING pour décrypter l'actualité économique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre contribution hebdomadaire au podcast Trends Bourse. Je m'appelle Philippe Ledan et je suis expert économiste chez ING Belgique. Aujourd'hui, nous allons parler du potentiel de croissance économique dans la zone euro. La croissance économique détermine la croissance de la richesse créée, ainsi que la croissance des ventes et des bénéfices des entreprises. Il n'est donc pas anodin, même pour un investisseur, de savoir si la croissance restera tendanciellement suffisante en Europe dans les années à venir. La zone euro a connu une croissance modérée pendant de nombreuses années, à l'exception de la reprise en forme de V après la pandémie de Covid. Dans son rapport publié en 2024, Mario Draghi a prévenu que, sans réforme profonde et sans investissement, l'Union européenne se dirigeait vers une lente agonie économique. Certains rétorqueront que ce n'est pas un drame. Au contraire, l'Europe privilégie délibérément le bien-être à la croissance. C'est allé un peu vite, parce qu'on ne doit pas oublier que l'État-providence, avec ses systèmes de retraite coûteux et ses dépenses publiques importantes, a besoin de croissance économique pour rester viable. Sans croissance, la dette de nombreux pays pourrait devenir insoutenable. C'est également important pour les investisseurs qu'avec une croissance économique limitée, il est difficile de créer une croissance durable des bénéfices, sauf si l'on peut exporter vers les marchés plus dynamiques, mais c'est devenu plus difficile dans un monde plus fragmenté. Il est donc important que le marché intérieur affiche une certaine dynamique de croissance. Bien sûr, la croissance n'est pas constante, il y a toujours des hauts et des bas. Dans une perspective à long terme, les économistes s'intéressent principalement à la croissance potentielle, c'est-à-dire la vitesse de croisière de l'économie. Alors, qu'est-ce qui détermine cette croissance potentielle ? En fait, on peut la décomposer en 4 facteurs. 1. La croissance de la population en âge de travailler, c'est-à-dire les bras et les cerveaux disponibles dans l'économie. 2. Le taux d'activité, c'est-à-dire les personnes présentes sur le marché du travail relativement à cette fameuse population en âge de travailler. 3. Le nombre d'heures travaillées par personne. Et 4. La croissance de la productivité par heure. On dit parfois que l'Europe se développera toujours plus lentement que les États-Unis en raison d'une évolution démographique moins favorable. En 2024-2025, la zone euro a enregistré une croissance de 1,1%, soit 1 point de pourcentage de moins que les États-Unis dont l'économie a progressé de 2,1%. Il est toutefois intéressant de noter que la croissance américaine a été presque entièrement due à l'augmentation de la productivité du travail. Ce n'est pas une question de démographie, c'est une question de productivité. Alors que dans la zone euro, la croissance a été principalement due à l'augmentation du nombre de personnes au travail et à l'augmentation du nombre d'heures travaillées. Ainsi, une augmentation de l'offre de main-d'œuvre peut, certes, temporairement soutenir la croissance, mais la productivité est essentielle pour une croissance durable, en particulier dans une société vieillissante comme c'est le cas en Europe. Sachez par ailleurs que la population en âge de travailler en Europe va bientôt stagner et que vous ne pourrez plus croître que si la population active devient plus productive. Alors, le miracle de la croissance espagnole de ces dernières années, dont on parle volontiers en Belgique, en fait, quand on fait cette décomposition de la source de la croissance, eh bien, on se rend compte qu'elle est en grande partie liée à une vague d'immigration, et donc à un afflux de main-d'œuvre. Mais ce modèle ne semble pas universellement applicable. Un sondage réalisé en décembre 2025 montre que dans les principaux pays européens, une large majorité des personnes s'opposent à une augmentation significative du nombre d'immigrants. Par conséquent, la croissance de la main-d'œuvre, à l'avenir, eh bien, elle sera principalement déterminée par les changements démographiques et non les flux migratoires. Or, au cours des 3 prochaines années, la contribution de la démographie à la croissance du PIB diminuera déjà de 0,35 points de pourcentage.
Si le taux d'activité, le nombre moyen d'heures de travaillées et la productivité continuent de croître au même rythme que ces 2 dernières années, eh bien la croissance potentielle va tomber à peine 0,8% en 2028. Je sais que ce n'est pas toujours facile d'évaluer un tel taux de croissance, donc il est bon de replacer ce chiffre dans une perspective historique. Au cours des 10 premières années de son existence, l'Union monétaire a connu une croissance moyenne de 2,1% par an. Sur l'ensemble de sa période d'existence, le taux de croissance moyen a été de 1,4%. Une baisse à 0,8% signifierait une diminution de près de la moitié de la croissance potentielle. Une accélération des gains de productivité est donc indispensable. Et bien sûr, ça ne tombe pas du ciel. Il est nécessaire de faire preuve d'ambition au niveau politique. Alors, il y a un peu plus d'une semaine, les dirigeants européens ont signé la feuille de route Une Europe, un marché, qui prévoit des actions concrètes pour stimuler la compétitivité. Et derrière ça, il y a évidemment des questions de productivité. Tout ça semble très bien quand on lit le document, mais en fait, ça me rappelle quelque chose. En 2000, l'agenda dit de Lisbonne a été lancé au niveau européen, en grande pompe, un peu comme la nouvelle feuille de route. Et curieusement, quel était l'objectif de ce plan en 2000 ? Permettez-moi de le lire mot pour mot. L'objectif était de faire de l'Union européenne l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique au monde, capable d'une croissance économique durable, accompagnée d'une amélioration quantitative et qualitative de l'emploi et d'une plus grande cohésion sociale. Un quart de siècle s'est écoulé et les bonnes intentions sont restées largement vaines. L'intelligence artificielle offre aujourd'hui sans aucun doute de nouvelles opportunités de gains de productivité, mais elle a également besoin de politiques qui lui permettent de réaliser son potentiel. Cependant, la réalité, c'est que les décideurs politiques européens sont encore aujourd'hui beaucoup dans une sorte de mode de lutte contre l'incendie, en mode urgence, réagissant aux nombreux chocs auxquels l'économie européenne est confrontée. Cela laisse peu d'attention et d'espace politique pour des politiques plus structurelles. En septembre prochain, ainsi, le rapport Draghi aura 2 ans. Jusqu'à présent, seuls 14% des recommandations politiques ont été mises en œuvre. Cela renforce malheureusement notre conviction que la croissance potentielle de la zone euro va probablement tomber en dessous de 1% dans les prochaines années. Allez, gardons espoir malgré tout. Je vous dis à la prochaine fois. Voilà pour cet épisode du podcast Trends Bourse. Vous trouverez plus d'astuces, de conseils et d'analyses pour vos investissements chaque semaine dans Trends Tendance. Ce podcast vous est présenté avec le précieux soutien de ING.